Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Parlons Affaires podcast. Bienvenue. Je m'appelle Hubert, je suis votre animateur. Je suis accompagné aujourd'hui de Audrey, ma co-animatrice, et notre invité spécial, Anthony Aspiro, qui est avocat fiscaliste. On a travaillé ensemble sur plusieurs dossiers. Tu m'as aidé également avec l'acquisition du cabinet comptable. Donc, Anto, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Pour commencer, ce serait intéressant de parler un peu de qu'est-ce qu'un avocat fiscaliste fait. Tu te spécialises en acquisition et vente d'entreprise. Je trouve que c'est des fois une pratique un peu obscure pour certains. Un avocat fiscaliste, dans ce cas-là, tu es les deux. Parle-nous un peu de ton day-to-day, ton parcours. Ça ressemble à quoi ton quotidien? Good. Bien, essentiellement, mon travail, c'est d'aider les entrepreneurs à structurer leurs affaires pour bénéficier de tous les avantages fiscaux qu'il n'y a pas. Bon, disclaimer, je ne vends pas d'assurance. Je ne vends pas de placement non plus. Fait que c'est vraiment en termes de structure. Les gens mêlent beaucoup. OK, j'ai des comptables, il y a des planificateurs financiers, il y a des fiscalistes, il y a des comptables fiscalistes, des CPA fiscalistes, des avocats fiscalistes. C'est quoi la différence? Puis en réalité, ça dépend de ce que chacune de ces personnes-là va faire. N'importe quelle des personnes que j'ai nommées peut faire le même travail que moi. En tant que telle, la fiscalité, c'est pas protégé par un ordre. C'est sûr que je suis avocat, puis je travaille en tant qu'avocat, je représente des gens dans le cadre de mon travail, mais on peut faire des mémos fiscaux d'acquisition, même si on n'est pas avocat. Fait qu'il y a beaucoup des professionnels qui font exactement la même chose que nous. OK. Personnellement, ce que je fais, c'est vraiment de l'accompagnement d'affaires. Donc, quelqu'un qui se dit je veux partir en business, je veux acheter une business, je veux éventuellement intégrer un employé clé, transférer à mes enfants, vendre. On est là pour optimiser le tout. Nice. OK. Puis, qu'est-ce qui te fait allumer le plus dans ton day-to-day en ce moment pour accompagner les entrepreneurs? Tout ce que je fais a un impact, puis c'est de l'argent. Fait que c'est la seule poursuite intellectuelle, ou presque, qui a un impact que sur l'argent. Fait que c'est une pratique qui est très positive. C'est facile pour moi de dire, si on choisit l'option A, tu vas payer 100 000 d'impôts. Si on choisit l'option B, tu vas en payer 15 000. Puis la différence est moindre que mes honoraires. Fait que les clients sont contents, on est content, tout le monde est content. Mais dans le fond, je veux juste essayer de mieux comprendre aussi. Là. Tu sais, toi, tu as passé par avocat, tu es devenu fiscaliste également, puis c'est par intérêt que tu t'es spécialisé dans le monde des affaires? Oui, bien, excellente question. En fait, il y a plusieurs branches de droit. Là. Fait que, tu sais, de famille, criminelle, pénale. Puis après ça, les affaires, ça l'englobe. Tu sais, il y a municipal, public, il y en a énormément. Le droit des affaires englobe plein de spécialités. Puis c'est toutes des spécialités qui vont intervenir à un moment ou à un autre dans une transaction. Fait que du droit de l'emploi, il y a du volet vraiment, des types de permis. Il y a le volet propriété intellectuelle. Il y a le volet vraiment commercial, fait que les baux, l'immobilier. Il va y avoir le volet prêt aussi, fait que financement. Puis évidemment, toutes les transactions que tu vas faire vont avoir un impact fiscal. Fait que c'est une des transactions qui est en général le moins bien compris. Fait qu'il y en a d'autres qui sont très, très difficiles, là, mais ça m'a toujours intéressé parce que la fiscalité touche à tout, c'est accessoire. Fait que dès que tu fais une transaction légale, il y a un impact fiscal. Puis les gens sont comme « Oh my God, OK, mais là, il faut aller voir un fiscaliste. » Puis ça retardait toujours les transactions. Ouais. Fait qu'en en étant l'avocat qui est le fiscaliste dans le dossier, ça permet d'accélérer beaucoup les opérations. Ben, c'est vrai que c'est pas très connu au sein du grand public. Là. Je veux dire, la fiscalité, je pense que c'est une des choses personnellement que je me fais demander le plus, qui est le plus comme j'en ai aucune idée. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de mythes par rapport à ça, dans le sens que les gens, bon, évidemment, tout le monde veut payer le moins d'impôts possible. Dans le contexte justement de l'achat d'une entreprise, on a travaillé ensemble sur plusieurs transactions. C'est quoi un peu pas nécessairement les mythes, mais les choses qu'un fiscaliste peut faire ou ne pas faire, surtout dans le contexte, mettons, plus de business at large puis l'achat d'entreprise. C'est quoi les différents mécanismes ou leviers qui existent? S'il y en a un ou deux qui est comme 5 à comprendre, qui permet justement de t'aider à payer moins d'impôts en un sens. On a parlé de la fameuse question de compagnie de gestion ou est-ce que je devrais avoir, quand je suis propriétaire d'une entreprise, quand est-ce que je devrais avoir une compagnie de gestion? Puis peut-être après parler de la fiducie at large. Je ne sais pas si c'était quelque chose à partager par rapport à ça. Oui, mais c'est sûr que c'est tous des éléments qui pourraient faire l'objet d'une présentation de l'auditeur. Exact. Mais expliquer simplement, en fiscalité puis en impôts, je peux pas te faire sauver d'impôts, ou presque, si tu n'as pas de business. Fait que l'étape numéro 1, c'est bien poche, mais il faut que tu te partes une business ou que tu en achètes une.
À partir de ce moment-là, quand tu es un entrepreneur, que tu prends un risque d'affaires, c'est là qu'il y a de plus en plus de cadeaux dans le loi. Fait que tout le volet plus typiquement personnel, CELI, REER, les REE, tout ça, c'est plus le planificateur financier, conseiller financier qui va être capable de regarder ça. Mais dès qu'on rentre dans les manœuvres de structure, ça te prend une structure. Fait qu'à partir du moment où tu deviens un travailleur autonome ou que tu veux t'incorporer, c'est là qu'il se met à avoir de l'argent sur la table. Fait que dans un contexte transactionnel, les éléments clés, c'est ma mise de fonds, je la prends où? Mes intérêts, est-ce que je vais être capable de les déduire? Est-ce que je vais être capable de récupérer ma mise de fonds sans impôt? Puis je veux payer le moins d'impôts possible lorsque je vais vendre. Fait que, grosso modo, ça, c'est les points qu'on regarde dans chacune des transactions. Fait que l'argent, quand on dit, OK, ben j'ai l'équité sur ma maison, je vais prendre un 50 000 pour le mettre en mise de fonds dans un deal, ce ne sera pas la même structure que si l'argent vient d'une compagnie de gestion. Ce ne sera pas la même structure que si l'argent vient de ton REER. Ce ne sera pas la même structure que si l'argent est emprunté ou si l'argent vient d'un autre investisseur. Fait qu'il n'y a pas une situation qui est identique, mais les enjeux sont les mêmes. Fait qu'on veut déduire nos intérêts, on veut ne pas s'imposer sur la sortie de notre mise de fonds, ou du moins quand on récupère les choses, puis on veut préserver notre exit. Ça, c'est souvent celui-là qui est le plus fréquemment oublié. Là. OK. Ouais, puis le plus souvent oublié, puis je trouve que c'est là où souvent que ça a de l'impact. Un fiscaliste, comme j'ai dit, on fait affaire ensemble au quotidien, puis souvent on n'aime pas trop ça planifier dans 5-10 ans. On se dit, bon, c'est tellement loin, pourquoi payer pour des frais de se faire une fiducie ou d'avoir le setup fiscal optimal, tu sais. Mais 10 ans plus tard, quand vient le temps de vendre l'entreprise, ben là, c'est là que ça a un gros impact. Il y a un truc, Audrey, je pense, qui est intéressant, qu'on se fait demander souvent, c'est le fameux 1 250 000 qui est libre d'impôt. Donc, quand tu achètes une entreprise, lorsque tu la détiens après un certain nombre d'années, tu respectes certaines règles, tu es éligible à vendre ton entreprise plus d'1 million de dollars libre d'impôt. Anto, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer d'où ça vient dans la loi, ça, puis c'est quoi un peu la règle générale associée à ça? Oui, historiquement, il y a toujours eu des bonbons à l'entrepreneuriat. Puis, anciennement, il y avait des tranches, par exemple, de 100 000, peu importe quel type de revenu était fait d'exempter. Mais évidemment, avec le temps, le nombre de pages dans la loi de l'impôt n'a pas arrêté d'augmenter, puis ça s'est complexifié. Mais ce qui reste en ce moment, c'est surtout pour soit les entreprises, donc les actions de petites entreprises, ou le volet agricole. Le volet agricole, c'est beaucoup plus simple. Mais pour les entreprises, c'est vraiment lorsqu'on vend les actions d'une entreprise qu'on a exploité depuis 2 ans ou plus. Fait que ce montant d'argent-là, il est lié à une disposition d'action lorsqu'on est un particulier ou une fiducie, quand tu parlais tantôt. Fait que la plupart du temps, les gens, quand ils rentrent dans une transaction ou dans une structure, hey, je veux un holding, je veux, ça de ma compagnie de gestion, ouais, j'ai l'immobilier, fait que je suis rendu avec une compagnie en dessous de l'immobilier, ben si tu as une structure qui ressemble à compagnie de gestion, société opérante, puis que tu vends ta société opérante, tu viens de cracher sur ta déduction pour gain en capital. Ouais. Fait que ça, c'est l'erreur classique. Mais excuse, là, je te coupe, mais pour le commun des mortels, tu veux-tu expliquer pourquoi que une compagnie de gestion, tu sais, mettons, je sais qu'il y a des critères à respecter pour la déduction du gain en capital, puis pourquoi qu'une compagnie de gestion peut pas vendre une de ses entreprises? Tu sais, c'est quoi la différence? Pourquoi qui aurait le droit, qui n'aurait pas le droit? Exact. C'est un particulier ou une fiducie qui est assimilable à un particulier. Fait que dès que c'est une société qui vend, une société par action, ça ne fonctionne pas. OK, parfait. C'est un peu... Il n'y a pas de problème. Puis il y a des fois où c'est possible de vider la société de gestion puis peut-être vendre la société de gestion. À ce moment-là, on vend les actions qui détient une autre compagnie. Puis ça pourrait fonctionner dans certaines situations. Mais le gain sur 1 250 000, c'est plus que 300 000 $ d'impôt qui est sauvé. Là. Fait que c'est quantifiable. Puis c'est par particulier qui prend la déduction pour gain en capital. Fait que dès qu'on entre dans une transaction, puis c'est arrivé justement avec quelqu'un chez Leb m'a approché, OK, on est 2, on a une mise de fonds qu'on veut prendre d'une de nos compagnies immobilières qu'on a de l'équité. Puis voici la structure qu'on voulait faire. Puis la structure proposée faisait que s'ils vendaient dans 3 ans, les 2 propriétaires ne pouvaient pas prendre leur déduction pour gain en capital. Fait que finalement, on a juste tweaké un peu la structure, puis on a mis en place une structure qui allait permettre de pouvoir prendre la déduction pour gain en capital. Fait que pour eux, si c'était sur 300 000, tu sauves à peu près 26 %
d'impôt en le faisant comme ça. Yes. Quand même. Fait que si on avait à répéter là, simplement, c'est quoi les 3 big things à retenir pour justement pouvoir vendre son entreprise puis être éligible au 1 250 000? Je sais que ça dépend un peu, mais règle générale, là, pour les gens qui nous écoutent à la maison, puissent peut-être aller voir ou chercher davantage cette information-là, mais c'est quoi comme les règles du pouce? Là? Ouais. 1, si on n'est pas incorporé, don't panic. Là. Être incorporé. Si on n'est pas incorporé, c'est pas la fin du monde. OK. Minuit moins une, on peut s'incorporer, transférer la compagnie, puis transférer la compagnie dans la société. Ensuite, vendre les actions de la société. Fait qu'il y a des règles de continuité. Fait que si ça fait plus que 2 ans que tu es un entrepreneur qui n'est pas incorporé, c'est pas fatal. Bon. Deuxième point, lorsqu'on est incorporé, il y a des critères d'actifs admissibles. Fait que ça veut dire que si tu as 500 000 dans ton compte chèque ou dans ton compte épargne de la société, puis que tu veux vendre ta société plus que, en fait, au moins 500 000, ça ne fonctionnera pas en fonction des ratios d'actifs. Fait qu'il faut que plus que 50 % de tes actifs dans les 2 dernières années soient utilisés dans ton entreprise ou 90 % au moment de la vente. Fait qu'il y a des étapes qui font que si tu n'étais pas admissible dans les 2 dernières années, c'est pas la fin du monde. Mais la journée de la vente, il faut qu'on te monte au-dessus du 90 %. Troisième point, évidemment, c'est d'être un particulier ou une fiducie qui détient. Donc, dès qu'on voit une structure que c'est une société de gestion qui détient des actions d'une compagnie opérante, ding, 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 il faut valider. Puis le moment pour valider ou refaire la structure, c'est 2 ans avant la vente. OK. C'est ça, tu sais, ça m'amène à ma prochaine question. Là, j'ai beaucoup de personnes qui me disaient ça. C'était comme, moi, je suis pas pressée, je veux pas planifier vraiment ma vente. Là, je pense juste à vendre comme dans 5 ans ou dans 3 ans. Ou tu sais, qu'est-ce que tu dirais justement à ce monde-là? Puis pourquoi c'est important? Il y a des situations où c'est pas la fin du monde. Fait que tant que tu achètes, si par exemple tu détiens ta société personnellement, c'est pas grave de pas mettre en place une fiducie tout de suite, mettre en place une société de gestion tout de suite, mais il y a des choses qui sont presque irréversibles. Fait que une situation classique que ça fait très mal de pas s'être pris d'avance, c'est quand on a 2 investisseurs qui sont pas dans la même famille. Là, je simplifie les règles, là, mais 2 investisseurs qui sont pas dans la même famille, qui vont avoir avec leur société de gestion, une détention dans une compagnie opérante. Dans des situations comme ça, très difficile de se qualifier après, sauf si on peut vendre les sociétés de gestion. Par contre, si on est tout seul dans notre entreprise, c'est pas faux de penser qu'on peut restructurer sa société 2 ans avant la vente. Par contre, ce qui arrive dans les faits, c'est que quand on veut vendre, il y a des vendeurs et des acheteurs là. On veut vendre là, la fenêtre est là, puis on veut s'en aller, puis tu n'as pas nécessairement le temps d'attendre 2 ans. Puis il y a des règles qui font que si tu attends exactement 2 ans, ça peut pas nécessairement passer. Mais, il y a un autre mécanisme aussi là, qui est vraiment intéressant, c'est celui de, puis on en parlait justement un petit peu avant le podcast, là. Ce serait intéressant que tu l'expliques à nouveau, là, mais c'est celui où tu achètes une entreprise. Exemple, on met un chiffron, exemple, tu achètes l'entreprise 1 million de dollars. Puis s'il n'y a pas de valeur plus grande qui a été générée, mais tu fais juste liquider la dette progressivement, mettons 5 ans suivant l'acquisition, bien, ce million de dollars-là auquel que tu revends l'entreprise peut être justement éligible à la déduction du gain en capital. C'est bien ça? Oui. Fait expliquer simplement, si on finance une acquisition avec des fonds externes, fait que pas sa propre argent. Quand on va rembourser le prêt, on veut s'assurer de ne pas s'imposer personnellement dessus. Donc ça, c'est le classique leverage buyout. Fait qu'on prend, là je vais arrondir à 1 million, là. On fait une nouvelle compagnie, on emprunte 1 million, on achète une société opérante, on fusionne. Fait que la dette est dans la compagnie. Ça, by the way, c'est la chose qu'on fait comme toujours la grande majorité du temps. C'est très, très souvent ça, la structure. Des fois, il y a des petites modifications en fonction de la structure des vendeurs et où si une compagnie est à perte, ça se peut que ce ne soit pas tout à fait pareil. Mais exact. Fait que leverage buyout, donc la société opérante autofinance la structure d'acquisition. Fait que jour 1, ça vaut quoi? Si j'ai un emprunt d'1 million puis une entreprise d'1 million, ça vaut 0. Oui. Puis à mesure qu'on rembourse le prêt, si l'entreprise prend aucune valeur, on est à 1 million. Parce qu'il y a 1 million d'entreprises, 0 de prêt. Si on vend à ce moment-là, puis qu'on est admissible à la déduction pour gain en capital parce qu'on vend par un particulier, une fiducie, puis qu'il n'y a pas d'actifs excédentaires dans la compagnie, on a un gain en capital de 1 million, comme un particulier. Puis le particulier va pouvoir prendre la déduction pour gain en capital d'1 million. Ce qui ferait que
théoriquement, il n'y aurait pas d'impôt. Il y a de l'impôt minimum de remplacement, là, il y a des petits calculs à faire, mais essentiellement, on vient de sauver 26 % si on est au niveau marginal du million. Puis, je connais pas gros je connais pas grosse façon d'investir quand on génère 1 million en 5 ans libre d'impôt. Ouais. Ouais. C'est crazy quand même parce que, tu sais, mettons, tu compares ça à l'immobilier, puis là, c'est un ça. tout autre game, right? Tu vas revendre ce plex-là, ben, tu vas avoir du gain en capital, right? C'est inévitable. Puis, tu sais, on dirait que la façon que c'est expliqué, ça peut paraître peut-être compliqué, mais tu sais, lorsque tu fais l'acquisition de l'entreprise, sans nécessairement être le meilleur des entrepreneurs ou sans nécessairement faire croître l'entreprise, tu as quand même du cash libre d'impôt que tu peux check out après un certain nombre d'années. C'est quand même fou comme levier. Y a-tu des choses que dans ton day-to-day que tu répètes souvent puis que les gens te posent la question? Ben, on en a parlé un petit peu avec Audrey, là, mais la fameuse question de la compagnie de gestion. Quand est-ce que je devrais avoir une compagnie de gestion en tout? J'imagine que tu te la fais poser à tous les jours, cette question-là. Tous les jours. C'est quoi la réponse à ça? Fait que, tantôt, on parlait de spécialité. Plus tu es spécialisé dans un domaine, plus tu es en support aux autres. Fait que moi, mes points de contact principaux pour avoir des clients puis des références, c'est des gens qui sont en contact constant avec ma clientèle cible. Fait que des courtiers en achat d'entreprise, des planificateurs financiers, des comptables. Puis ces gens-là se font poser toutes ces questions-là à tous les jours, comme vous autres. Puis eux, moi, mon travail, c'est de les enseigner à quand venir me voir. Parce que quand ils ne passent pas par eux, ils viennent me voir, « Salut, je veux une compagnie de gestion. » Puis là, je suis comme, on revient en arrière. C'est quoi? C'est ça vaut-tu la peine? Parce que moi, je peux t'en faire une, c'est pas compliqué. Je peux te la mettre dans ta structure sans gaspiller ta déduction pour gain en capital, ou du moins le moins possible. C'est pas compliqué. Mais est-ce que c'est nécessaire? Puis la règle de pouce avec une société de gestion, c'est qu'on reporte l'impôt à plus tard. Il n'y a pas d'économie brute, là. On dit, au lieu de la payer maintenant, donc on a une compagnie qui opère, qui vaut 1 million, on a des liquidités excédentaires dans le compte de banque, on est rendu à, par exemple, 500 000 en liquidité excédentaire, puis on a entendu dans un podcast que quand on a à peu près la moitié de liquidité excédentaire, il faut qu'on fasse attention, puis il faut qu'on la sorte. Et si on la sort de la compagnie, on s'impose sur un dividende, mais cet argent-là, on voulait la placer, on voulait l'économiser. Je ne veux pas payer mon impôt personnel j'arrondis à 50 %. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là qu'en intégrant une compagnie de gestion, ça peut valoir la peine parce qu'on va prendre le 500 000, on va le transférer à la société de gestion, on va préserver la détention directement dans la compagnie opérante, puis le 500 000 est rendu dans la société de gestion sans impôt, du moins pour l'instant. Évidemment, lorsqu'on prend notre retraite, on veut sortir le 500 000 après l'investissement qu'on peut avoir fait en immobilier, en placement, en quoi que ce soit. On va se retrouver à payer cet impôt-là. Mais dans tous les cas, un impôt qu'on ne paye pas aujourd'hui vaut beaucoup plus cher que l'autre. Puis, mettons, un entrepreneur dans peu importe X business qui veut se faire une entreprise de gestion. Tu sais, tu te dis d'aller voir tes collègues en premier. Est-ce qu'il y a un collègue en particulier à aller voir ou c'est du cas par cas puis ça dépend du secteur d'activité? Bien, ce que je répète souvent, c'est que peu importe ton secteur d'activité, ça va te prendre un bon comptable, un bon fiscaliste, puis un bon conseiller financier. Parce que c'est 3 disciplines qui jouent très proches l'une de l'autre. Puis quand tu pognes enfin une bonne team qui travaille ensemble, c'est là que tu te sens pris en main. Mais la règle ballpark, en fonction des honoraires de comptable, des honoraires légaux, il faut que tu gagnes au moins 20 à 40 000 par année que tu n'as pas besoin de façon personnelle avant de commencer à dire « je vais reporter cet impôt-là ». Puis il faut que tu le gardes au moins 5 à 15 ans selon tes calculs de rendement pour dire que ça vaut la peine de reporter l'impôt dessus. Parce que l'effet du report d'impôt fait qu'au lieu, dans ton 500 000 de tantôt, si tu t'imposes à 50 % dessus, tu as 250 000 pour investir dans tes projets personnels. Tandis que si tu le mets dans ta compagnie de gestion sans impôt, tu as 500 000 pour investir dans tes projets personnels. Fait qu'il faut. Ouais. Fait que le calcul, simplement, en gros, c'est que si tu es propriétaire d'une entreprise puis tu fais, mettons, 200 000 de profit net, puis que tu as juste besoin de 60 000, exemple, pour vivre, ben là, c'est là que ça vaut la peine de tu te payes soit un dividende ou un salaire de 60 000, puis que le 140 000 de net de profit, c'est là que tu le mets dans la compagnie de gestion, puis qu'à partir de là, tu réinvestis dans d'autres projets, dans le fond.
Exactement. J'ai pas le choix de mettre un bémol. Là. Il y a de l'optimisation de REER si pour toi, c'est une bonne affaire de ton REER. Il y a de l'optimisation de tes comptes personnels, ton salier du plein. Il y a beaucoup, beaucoup d'optimisation à faire. Mais grosso modo, si tu n'as pas à cotiser dans ton REER, tu n'as pas à cotiser dans ton salier ni ton saliap, puis que tu auras un 140 000 d'over à t'imposer dessus, c'est sûr que tu as plus de liquidité court terme pour investir dans d'autres projets, dans d'autres acquisitions, dans l'immobilier, si tu le transfères dans une société de gestion. Génial, intéressant. Anto, est-ce qu'en terminant, il y avait autre chose sur lesquelles tu voulais partager peut-être aujourd'hui? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est... Ben, si vous écoutez ce podcast-là, premièrement, c'est que vous avez un intérêt pour les affaires. Fait que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus que vous pouvez donner out there, puis il est là. Mais pour aller chercher, ça te prend, oui, des connaissances, oui, peut-être des contacts que tu vas trouver, mais ça te prend surtout du courage, puis de la volonté. Ouais. J'ai le goût de le dire, du grind. Puis le point en commun que j'ai dans ma clientèle présentement, c'est que c'est des gens qui ont faim. Puis c'est des gens qui sentent qu'ils veulent prendre soin de leur famille, qui veulent atteindre leurs objectifs. Puis pour faire ça, il faut être bien entouré. Fait que moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de regarder une structure et de dire présentement, il n'y a rien que je ferais de mieux. Fait que continue à aller plus fort. Parce qu'à toutes les fois, très, très souvent, quand un entrepreneur vient me voir et dit il me semble qu'il y a quelque chose de pas correct dans mes affaires, il a souvent raison. Fait que tout ce que ça y prend, c'est le go, le stamp pour continuer à y aller. Génial. Venez nous voir chez Live Capital, on va vous accompagner. Ben oui, fait que merci beaucoup Anto pour ton passage. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Anto également, on va mettre là, des notes dans les show notes. Fait que vous irez voir ça. Puis également, tes partenaires chez nous, là, chez Live aussi. Donc, on accompagne là, les gens. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et on se dit au prochain épisode. Bye!